Je suis moi-même Christine Brugnot, donc responsable du département stratégie de la formation et de l'emploi. Donc entre la formation et l'emploi, évidemment, il y a l'insertion, à la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Je vous introduis très rapidement cette conférence pour laisser plus de temps aux intervenants. Simplement en vous disant que c'est la 3e année que le ministère organise une manifestation de ce type dans le cadre des rues, à l'attention bien sûr des structures qui s'occupent d'insertion professionnelle dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi à l'attention de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce qu'on appelle le continuum emploi, université-emploi. Pourquoi un continuum? Parce que c'est un processus. C'est pas une rupture, hein, c'est-à-dire l'étudiant sort de l'université et d'un seul coup, diplômé, il s'attaque au marché du travail en n'y connaissant rien. C'est la meilleure façon d'avoir des soucis en matière de démarche, de savoir ce qu'il faut faire pour trouver de l'emploi, s'adresser aux bonnes institutions, frapper aux bonnes portes, etc. Donc, ce continuum, c'est donc un processus qui s'étale dans le temps et qui se prépare pas seulement en dernière année d'université, qui a un fort lien avec l'orientation, puisque, ne serait-ce que dans le cadre de la préparation du projet professionnel, plus le projet est avancé et plus l'insertion sera facile à la sortie. Et puis, c'est quelque chose qui s'accompagne, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas juste à la sortie de l'université. Donc, les acteurs qui sont présents aujourd'hui vont vous présenter leurs expériences, leurs attendus par rapport à ce continuum sur lequel les établissements ont de plus en plus travaillé, et pas seulement depuis la loi Liberté et Responsabilité des universités qui instaurait les BAIP, les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Bien sûr, c'était une étape très importante. Certains établissements avaient commencé avant. L'ensemble des établissements maintenant sont tous dans cette dynamique avec des expériences différentes, plus ou moins importantes en termes quantitatifs, touchant l'essentiel des étudiants, prenant des modalités diverses. C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors, les 3 points sur lesquels le groupe de travail qui a préparé cette manifestation et qui est en place depuis 3 ans, depuis 2010, oui c'est ça, pour accompagner la mise en place des BAIP, les 3 angles d'attaque du débat qui va avoir lieu maintenant sont d'une part comment est-ce qu'on prépare les étudiants, comment est-ce qu'on aide les étudiants à se préparer au milieu de l'entreprise, à un nouvel environnement professionnel, comment est-ce qu'on les aide à mieux se connaître et avoir confiance dans la formation qu'ils ont reçue. C'est un atout fondamental pour être capable de se présenter dans de bonnes conditions devant de futurs employeurs. Et comment est-ce qu'on aide l'étudiant à se projeter dans des situations nouvelles, c'est-à-dire à s'adapter aux situations qu'il va rencontrer. Alors, je laisse la parole à Nicolas Tariel, qui va animer ce débat et vous présenter chacun des intervenants. Merci Christine pour avoir dressé le cadre de ces échanges. On a bien compris que la vision du continuum qui vient d'être présentée supposait que déjà pendant ses études, l'étudiant devait pouvoir se projeter dans la suite de son parcours, savoir avec qui, comment il aurait à agir. On va donc voir comment les différents acteurs concernés peuvent envisager ce rôle. Alors, je vais d'abord passer la parole à Marc Gimonet. Marc Gimonet, qui est vice-président de l'Université Rennes 2, également membre du bureau de la Courroie. Donc, Marc, aider le futur ancien étudiant à investir le marché de l'emploi, voire dans un certain nombre de cas à rentrer directement dans l'emploi. Qu'est-ce que ça demande pour vous en tant que responsable insertion professionnelle en université ? Bien, bonjour à tous. Alors, c'est les limites de l'exercice, hein, c'est de sortir une action parmi l'ensemble, que ce soit à Rennes 2 ou ailleurs, auprès de tous les établissements. Donc, on en conviendra, hein, c'est évidemment les limites de l'affaire. Alors, tu as souhaité que j'évoque un dispositif en particulier.
Et là encore, hein, que ce soit au sein de Rennes 2 ou ailleurs, il y a des dispositifs fort intéressants qui participent de cela. On pourra l'évoquer tout à l'heure avec le collègue du MEDEF. Je pense notamment à des dispositifs tels que le parrainage qui participent, hein, de ce continuum. Alors que là, je vais évoquer un dispositif nouveau qu'on vient de mettre en place, donc qui s'appelle le CLIP, le Club d'insertion professionnelle. Je fais vite, je sais que j'ai peu de temps. Hein. C'est bien ça, Nicolas? Tout à fait, je te remercie de le rappeler. Si jamais les gens débordent, je serai malheureusement obligé d'être désagréable. Voilà. Merci, Nicolas. Donc, sur qu'est-ce que c'est que ce clip, là encore, je pense qu'il n'y a rien forcément là-dedans d'extraordinaire. L'idée, c'était de se dire, on se sent responsable des jeunes diplômés. On a une action tout au long du cursus pour nos étudiants. En revanche, lorsqu'ils sont devenus jeunes diplômés, sans doute que là, on est un petit peu en retrait. Et cette année, on a essayé de proposer à des jeunes diplômés, finalement de juin, hein, de l'année dernière, de leur proposer un cadre structurant du temps et des ressources pour travailler, bon, vous l'avez tous compris, hein, sur évidemment l'appropriation d'une démarche relative à l'insertion professionnelle. C'était assez nouveau au sein de notre établissement, et donc sur une durée de 4 mois, on a proposé à un groupe de 25, non pas étudiants, de 25 jeunes diplômés, de venir à l'université, de revenir, d'être toujours à l'université. Ça, je crois que c'est important, hein, qu'ils mesurent bien, finalement, certes, l'attachement qu'à l'établissement, mais c'est aussi réciproque en termes d'engagement. Et donc, tous les jeudis, en l'occurrence, pendant 4 mois, on les a accompagnés, on leur a proposé des temps d'échange, de travail, de rencontrer des professionnels, parfois nous-mêmes, en tant que professionnels, et puis, bien sûr, des professionnels extérieurs, les collègues de l'APEC, et bien d'autres, sur la notion de compétences. Donc, vous voyez le principe. J'ai encore un petit peu de temps, même si tu regardes ta montre. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc ça s'est achevé au mois de février. Ce qui est intéressant, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait un petit peu échanger. Bon, ils étaient satisfaits, etc. Mais on a fait une enquête qualitative auprès d'eux. Et il y a un retour. Il y a eu plusieurs retours qui ont été intéressants, notamment des étudiants qui nous ont dit « c'est vraiment dommage que vous fassiez ça si tard ». D'accord. Et je conclus là-dessus, cher Nicolas, mais on le fait. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, on sait bien que le temps de l'étudiant n'est pas le temps de l'institution et le temps de l'emploi. On le fait, mais ils ne le voient pas. Et pour une raison simple, c'est qu'ils ont d'autres préoccupations qui est celle de, bien sûr, de valider leur diplôme. Donc c'est intéressant de voir sur cette notion d'accompagnement, il y a des vrais besoins, notion de groupe, etc. Enfin, on est tous dans ces mouvements-là, mais il faut trouver le bon moment pour le faire. Parce qu'en effet, lorsqu'ils sont en Master 2, par exemple, ils ont évidemment l'ensemble du travail à réaliser pour valider leur diplôme. J'arrête. D'accord. Merci Marc pour l'exposé de cette réalisation intéressante, et on voit bien toute l'importance qu'il y a à accorder justement à l'information autour de ce qui est proposé aux étudiants. Alors, je me tourne maintenant vers mon voisin de gauche, qui, par rapport au schéma qui est affiché derrière moi, représente l'extrémité du parcours envisagé pour l'étudiant. Je vois qu'à côté, c'est très humoristique, la façon d'introduire les intervenants. Monsieur Francis Dacosta, qui est président de la commission formation au MEDEF. Donc, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Du point de vue de l'entreprise, quelles sont les attentes que vous voudriez approfondir avec les universités pour que ça fonctionne encore mieux? Et puisque Christine a évoqué le travail fait avec le groupe qui est intervenu avant cette conférence, on y a parlé d'acculturation à l'environnement professionnel que les étudiants devaient acquérir. Qu'attendez-vous des universités dans ce domaine-là et que leur proposez-vous? Ça nécessite 1 heure de répondre à cette question. Voilà, et comme justement Marc nous a laissé un peu plus de temps, on peut déborder. Non, trêve de plaisanterie. Vous évoquez la notion de continuum. C'est une notion très importante, et j'évoquerai en parallèle la notion de formation tout au long de la vie. Et donc le continuum, en fait, il est pas simplement entre l'étudiant, entre l'université et l'emploi, mais il commence dès le départ. C'est-à-dire, il commence dès, on va dire, dès le collège. Dès la 5e, et on a créé justement des choses très importantes avec le ministère, nous permettant de développer ce continuum et cette relation entre jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et entreprises, cette relation qui doit se prolonger et permettre cette appropriation
de l'environnement économique, de l'environnement entrepreneurial par le jeune, le collégien, le lycéen, l'étudiant. À titre d'exemple, nous avons, sachez que dans n'importe quelle région où vous soyez en France, qu'elle soit métropolitaine ou ultramarine, vous aurez au moins 6 dispositifs sur le territoire mis en pratique entre l'académie et le monde des entreprises. Des exemples significatifs, ça fait 12 ans qu'on a créé la semaine école-entreprise. Ça fait maintenant 4 ans qu'existe le challenge éducation-entreprise qui a été créé par le MEDEF et tout particulièrement suite à la convention qu'on avait signée en septembre 2007 avec le ministère, favorisant l'ADP3, la découverte professionnelle 3 heures. Et ça a été fait avec le ministère de l'Éducation nationale, avec plus de 40 organismes, que ce soit des fédérations professionnelles, les fédérations de parents d'élèves, l'ONICEP, etc. Et puis je rappellerai aussi qu'on a un accord cadre qui a été signé en 2010, si je me souviens bien, entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le MEDEF, et qui ancrait plus profondément et plus durablement au bénéfice de cibles étendues, donc les étudiants, toute cette volonté de partenariat, avec 3 référentiels de compétences que nous mettions en avant, qui étaient l'intelligence économique et les nouveaux risques du XXIe siècle, qui étaient l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre, et bien sûr ce 3e référentiel concernant la connaissance de l'entreprise. Donc plein de choses qui existent, qui fonctionnent, qui ont besoin de se développer davantage. Maintenant, des attentes, oui. Le premier concerné par ce continuum, c'est le système éducatif. Et il a en premier lieu besoin de s'adapter en permanence au marché du travail, à un marché du travail qui est en évolution constante. Donc ce système éducatif doit être bien évidemment performant et suffisamment réactif pour accompagner les grands défis économiques du pays. Et donc le rapprochement entre ce système éducatif et le monde de l'entreprise est essentiel pour justement continuer à travailler sur cette réactivité et être capable de s'adapter en permanence, comme le font les entreprises, comme doivent le faire les entreprises. Et bien sûr, je tiens à souligner qu'on rejoint bien la volonté du ministre quand elle affirme que l'enseignement supérieur contribue à la compétitivité économique. C'est vrai que l'université a besoin plus que jamais de s'ouvrir au monde et aux environnements éminemment complexes dans lequel il évolue. Et si on soutient la recherche, si on soutient l'innovation, il ne faut pas oublier que la recherche génère du développement, génère de l'initiative, génère de l'innovation, comme je le disais, mais la formation, elle, de son côté, génère l'employabilité. Donc n'oublions pas les deux côtés quand on parle du développement économique. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation large justement de ce qui peut représenter le champ de relation entre les universités et les entreprises. Alors, on a vu les 2 extrémités du parcours qui est présenté en arrière-plan. On a donc des gens qui interviennent au milieu, et en particulier des gens comme ceux qui travaillent à l'APEC. Et on a ici Yannick Morel, qui est responsable des relations institutionnelles et des partenariats à l'APEC. Donc, en tant qu'interlocuteur des 2 parties, comment est-ce que vous agissez avec elles et surtout avec les étudiants? Parce qu'on connaît le rôle de l'APEC auprès des cadres en recherche d'emploi en particulier, mais comment est-ce que ça peut se passer avec des étudiants qui sont encore en formation? Ça se passe bien, en général. Alors l'APEC, nous sommes association paritaire, donc moitié MEDEF et moitié syndicat de cadre. Donc on est vraiment entre l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur. Nous sommes plus connus pour l'accompagnement, effectivement, ce que disait Nicolas à l'instant, des cadres en activité, puisque en fait nous sommes l'association qui permet d'aider les 500 000 cadres mobiles avec la volonté de mobilité pour pouvoir avancer. Enfin, il y a 3,5 millions de cadres en France, il y en a 500 000 qui veulent bouger en France tous les ans. Donc on n'est pas spécialement sur des cadres au chômage. Il y a d'autres gens qui font ça. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent venir nous voir quand même. Voilà. On a un engagement très fort avec les partenaires sociaux, puisque sur la sortie, nous nous engageons à accompagner 20 000
jeunes diplômés en 2013 et puis 20 000 en 2014. Alors effectivement, comme dit, nous on voit souvent les jeunes diplômés, à majorité à Bac+5, on les voit à la sortie. C'est pas si simple. Du coup, on a changé sur la partie continuum. On a souhaité être beaucoup plus en amont. Donc ça veut dire que depuis quelques mois, depuis septembre-octobre, nous proposons d'accompagner les stagiaires en Master 2 pendant la durée du stage. Donc il ne s'agit pas de remplacer le tuteur académique ou le tuteur entreprise. Il s'agit d'avoir une sorte de coaching, le mot est un peu excessif, mais une sorte de coaching qui permet à un jeune de nous questionner sur ces problématiques par rapport à l'acculturation. Tu en parlais à l'instant, l'acculturation, cette fameuse connaissance de l'entreprise. Nous avons fait des études auprès de grandes entreprises pour des cadres qui intègrent l'entreprise. Et à chaque fois, c'est les mêmes réponses. C'est la difficulté à identifier les personnes ressources, c'est la difficulté à l'accès aux documents, c'est la difficulté à comprendre l'organisation de l'entreprise. Alors, lorsqu'on a fait une école de commerce, c'était plus facile, mais lorsqu'on a fait, je sais pas, un 3e cycle d'histoire médiévale ou de psychologie, c'était plus difficile de bien avoir une connaissance de l'entreprise. Donc, rapidement, sur le continuum, autant nous sommes sur la sortie, et à la sortie, c'est pas évident puisque parfois on les voit 1 an après une recherche d'emploi. Donc aussi la volonté de travailler avec les universités en amont pour améliorer le sourcing. Et ça, c'est le premier point. Donc là, on propose, je vais aller vite, nous proposons aussi des ressources pédagogiques, certains que j'ai rencontrés, numériques, puisqu'on parle du numérique, nous avons 30 ressources pédagogiques numériques à installer sur les ENT ou sur des sites d'insertion professionnelle. Ressources numériques, vidéos, simulateurs, tutoriels et puis fiches méthodologiques. Donc ça, c'est vraiment le travail en amont. Donc quand on dit le continuum, en fait, l'APEC, c'est placé vraiment sur ce continuum. C'est un hasard, hein, le sujet. Mais on n'est pas simplement à la sortie, nous sommes aussi en amont, si on peut les aider en amont. Et puis nos statuts APEC ont changé, ça veut dire que maintenant, c'est une mission de l'APEC d'aider les jeunes issus de l'enseignement supérieur à trouver un emploi. Donc c'est inscrit dans nos statuts. Donc bien évidemment, nous sommes sur l'ensemble de ce continuum. Très bien, merci Yannick. Donc tu confirmes bien que pour un jeune étudiant, l'APEC, qui sera amené à rencontrer dans sa période de recherche d'emploi, aura été un interlocuteur qu'il aura pu voir avant sur le terrain à l'université, ou au moins dont il aura vu les services proposés. J'espère, mais c'est pas évident, puisque lorsque nous avons eu une mission d'accompagner ces 50 000 jeunes diplômés sur les années, c'était prévu 2011-2013, je crois, à l'origine. On a beaucoup de difficultés parce que vous avez beau avoir 75 000 jeunes en fichier. Sachez que maintenant, un jeune en moyenne, lorsque vous faites du télémarketing, enfin du marketing direct, le nombre d'ouvertures qui lisent leur mail, c'est 40%, et c'est moins de 5% qui ouvrent le lien pour se renseigner sur l'offre de service que vous leur amenez. Donc c'est extrêmement difficile. Enfin, ce que disait tout à l'heure Marc, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le réflexe, alors qu'ils viennent vous dire ça serait bien qu'on le fasse avant, et les services que vous avez, c'est extraordinaire. Ils existent déjà, mais ils n'ont pas ce réflexe d'aller nous voir pour se faire aider. Merci Yannick. Alors, construisons ensemble, dit mon collègue. Excellente idée, c'est exactement ce sur quoi on travaillait. Alors, parmi les intermédiaires de l'accès à l'emploi, on a un certain nombre d'associations, et en particulier l'association pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés, la FIGE, dont Clément Boudin est le président, qui a volontiers accepté de participer à cet échange. Donc vous représentez une association qui est elle-même issue d'organisations étudiantes. Comment est-ce que cette sensibilité particulière vous fait percevoir l'enjeu dont on vient de parler? D'une autre façon, comment est-ce que vous faites passer, vous, ce message auprès du public qui vient vous rencontrer? Comment est-ce que vous les incitez à s'inscrire dans cette dynamique du continuum qui a été évoquée?
Merci pour l'invitation, évidemment à laquelle on répond très favorablement. Nous, effectivement, de fait, par la structuration de l'association qui est composée des organisations étudiantes, on se place avant tout du point de vue du jeune. Et c'est là où il faut voir comment lui, le jeune, voit aussi son insertion professionnelle et comment il le perçoit. Et c'est vrai que ce qui a été dit en introduction, aujourd'hui, il faut vraiment voir ça comme un processus parce qu'on ne s'insère pas professionnellement du jour au lendemain, et puis aussi parce qu'il y a un temps de découverte, de définition, de décision de la part du jeune pour savoir ce qu'il veut faire et comment il construit son projet professionnel et son projet personnel. Et c'est vrai que c'est pas en sortant du bac qu'on a tout de suite une idée de ce qu'on veut faire, c'est pas forcément en sortant de la licence qu'on a tout de suite une idée de là où on veut atterrir, et pas forcément non plus en sortant de son master qu'on sait exactement à quel métier on veut correspondre et dans quelle entreprise on veut terminer. Donc il faut bien voir effectivement ça comme un processus et dans lequel tous les acteurs qui sont ici ont un rôle pour arriver à faire en sorte que le jeune s'y intéresse et se pose des questions, et c'est un peu ce que nous initions. Alors on a lancé, pour parler de 2 initiatives particulières, on a lancé une campagne Check-up qui était en destination des jeunes, qui était de favoriser l'autodiagnostic du point de vue du projet professionnel et d'inviter le jeune à se poser des questions sur où est-ce qu'il en était, s'il était prêt à chercher un emploi, s'il savait exactement comment s'y prendre et quelles étaient les méthodes. Et du coup, par cette méthode d'autodiagnostic, inviter le jeune à un peu voir où s'orienter. Est-ce qu'il avait besoin d'un coup de main? Est-ce qu'il avait besoin d'orientation? Vers qui se tourner? Vers quels acteurs se tourner? Et puis l'inviter aussi à voir comment valoriser les qualifications, les compétences acquises, s'il a eu des engagements ou des premières expériences professionnelles pendant sa vie d'étudiant, rédiger son CV, démarcher des entreprises, voilà, toutes ces étapes-là. Et pour initier cette première étape qui est aussi de décider un petit peu, de voir comment il veut s'insérer et quand, et dans quel domaine s'insérer professionnellement. Et puis la deuxième chose, c'est un peu plus quand on arrive justement dans cette phase où on est maintenant dans la recherche active, c'est concrètement les méthodes pour rechercher un emploi et l'orienter un petit peu dans le système qui est aujourd'hui vaste et complexe, et encore plus quand on a une situation où on est un peu, avec les annonces encore d'hier soir, dans un environnement pas très dynamique et pas très favorable, d'arriver à concrètement voir comment préparer l'insertion professionnelle, comment s'orienter, préparer la candidature, préparer à l'entretien de recrutement. On organise des simulations d'entretien d'embauche, par exemple, avec les différents acteurs, avec des entreprises dans les universités, avec un certain nombre de BAIP. Préparer aussi, par exemple, des visites efficaces d'un forum de l'emploi, parce que c'est souvent un peu complexe, il y a beaucoup d'entreprises qui se présentent, comment arriver à cibler les différentes entreprises qui peuvent les intéresser, faire découvrir aussi des secteurs en voie de développement, des domaines de formation, la formation par l'alternance, et qui permettent de favoriser une insertion professionnelle plus efficace, présenter par exemple l'économie sociale, vaste secteur dont on parle beaucoup ces derniers temps, mais qui encore reste très flou pour un certain nombre d'étudiants. Voilà, il y a tout ce genre d'initiative qui permet d'aider le jeune à toutes ces étapes pour arriver à le guider, à l'orienter et à l'inviter aussi à justement se préparer activement au fur et à mesure à l'insertion professionnelle. Merci. Donc, on vient de voir que tous les acteurs du continuum ont expliqué tout le bien qu'ils entendaient apporter aux étudiants. Alors, on a la chance d'avoir un de leurs représentants, Florian Turc, qui est étudiant à Grenoble 1, Joseph Fourier, est président de la conférence des étudiants, vice-président d'université. Donc, dernier, mais pas le moindre de ceux dont on attend le propos. Florian, quel regard est-ce que vous portez sur ce qui vient d'être exposé? Qu'est-ce que vous aimeriez brièvement rappeler à ceux qui viennent de s'exprimer de ce que sont réellement vos attentes? Comment est-ce que vous voyez justement ce qui est mis en place? Merci Nicolas. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, on se demande pourquoi les étudiants n'arrivent pas à trouver de travail en fait à la fin. Oui, c'est curieux. Hein. Bon, alors moi je suis à l'université de sciences et de santé, donc en santé, une fois qu'ils ont réussi leur concours, ils savent qu'ils vont avoir un travail à la fin. Donc ils ne se posent pas cette question-là, même s'ils se demandent ce qu'ils vont faire comme spécialité. Mais c'est vrai que tous les scientifiques, ou même tous les collègues des autres universités de Grenoble, cherchent en fait, attendent toujours le dernier moment pour chercher. On est en étudiant et on n'a pas envie de savoir ce qu'on va faire après.
on veut croire qu'on va être étudiant toute sa vie. Donc c'est à mon avis la principale défi, et le collègue de Rennes 2 l'a très bien dit, il faut que nos étudiants s'y prennent avant pour savoir ce qu'ils vont faire. Et ça passe notamment dans les BIP, les sensibiliser, ne serait-ce qu'une demi-journée, à la fin de la licence 2 déjà, commencer à savoir ce qu'on va faire. C'est un premier point. Après, il y a tous les stages qu'on peut faire au cours de sa licence, son master. J'ai bien noté l'idée de l'APEC de commencer déjà à accompagner avec un tuteur extérieur des universités et de nos écoles pour voir qu'est-ce que là va pouvoir être utile dans une entreprise ou pas. Et pourquoi pas aussi arrêter de faire que des stages dans l'université et sortir justement, pour pouvoir profiter de ce lien pour que les étudiants se lancent dans l'entreprise. Souvent, certains attendent de voir le stage en laboratoire d'université, comme ça j'ai fait mon stage et après je suis content, j'ai validé mon semestre. Non, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent dans les entreprises, plus que ce qu'on peut le faire maintenant. Voilà, c'est notamment déjà 2 premiers points. Très bien, alors je voyais certains qui avaient envie de réagir, Marc en particulier, mais peut-être M. Dacosta après également. Je ne réagis pas directement à ces propos, mais évidemment je suis tout à fait d'accord. Non, juste un mot, tout à l'heure on a quand même pas mal évoqué la notion d'acculturation. Je crois quand même que nos étudiants, ils sont assez avancés dans ce processus-là. En revanche, et là, tu vas retrouver mon petit côté un peu provocateur, mais je vais me tourner vers Francis, ne soyez pas si timide. Venez aussi vous acculturer chez nous. Je crois que c'est important. Venez voir aujourd'hui ce que c'est en quoi nos formations sont irriguées par la recherche. Et tout à l'heure, quand vous évoquiez la nécessité d'adaptabilité, etc. de nos étudiants, c'est très directement ce que la formation leur dispense. Donc, vous voyez bien sûr que je force le trait, mais je crois que ce point-là est important dans la notion de continuum. Il faut, parce que les deux mondes se sont largement rapprochés, on ne va pas revenir là-dessus, en même temps, je crois qu'au plus tôt dans le cursus, je crois que c'est important qu'il y ait aussi cette connaissance de la part des secteurs économiques de ce que sont les formations universitaires aujourd'hui. Et les formations universitaires, elles bougent assez vite. Elles sont sujettes, vous le savez, à des contrats d'établissement tous les 5 ans. Il y a des adaptations qui sont fortes. Et je ne suis pas toujours convaincu que nos partenaires socio-économiques aient finalement une vision très up-to-date de cette réalité. Je crois que c'est important. Donc, mais je suis sûr que Francis est très proactif là-dessus. Bon, donc grâce à Marc, je n'ai pas d'effort à faire pour la transition et redonner la parole à Francis Dacosta. Évidemment, nous n'attendons qu'une chose, c'est de pouvoir nous impliquer encore davantage dans les formations académiques. Mais je penserai à un exemple tout simple. Vous savez, on a une chose qui fonctionne très très bien. Alors, ce sont des formations généralement de niveau inférieur, même si l'apprentissage se développe de plus en plus dans le supérieur, ce sont les conseils de perfectionnement qu'on a dans les CFA. Et les conseils de perfectionnement, sachez que les entrepreneurs sont hyper impliqués à l'intérieur de ces conseils. Et ça nous permet donc de nous impliquer dans l'identification des compétences dispensées et à acquérir au sein de ces formations. Et je peux vous dire que là, vous trouverez toujours des entrepreneurs pour venir bosser avec vous dans ces conditions-là. Pareil, toutes les réformes qui ont été faites, qui ouvrent de plus en plus les conseils d'administration des universités aux professionnels, sont des bonnes choses, et vous trouvez des professionnels qui sont prêts à venir s'impliquer en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur branche, pour travailler au plus près et bien sûr s'acculturer par rapport à l'université, bien évidemment. Merci. On va peut-être essayer, avant de conclure, de redonner la parole à la salle. Alors, comme de temps en temps, je suis amené à me protéger de l'éclairage du projecteur, je vois quelqu'un qui manifeste depuis un petit moment son envie de poser des questions. Alors, je ne sais pas comment on va faire, parce que s'il y a un micro, je crois, voilà, il y a un micro, et Noiri Kebaili, enfin, je vais le laisser se présenter. Noiri, viens. Poser ma question d'ici. C'est plus une interpellation finalement qu'une question. Une manière d'obtenir ce continuum université-emploi, c'est aussi une meilleure imbrication entre l'emploi et la formation. Alors à Paris Sud comme ailleurs, on a beaucoup travaillé sur mettre de l'emploi dans les formations, notamment avec l'alternance et l'apprentissage, vous en avez parlé, mais également mettre de la formation dans l'emploi.
notamment lorsque on fait de la formation continue et de la VAE. Et on a encore quand même pas mal d'obstacles parce qu'il reste un cloisonnement et des forces centrifuges assez fortes. On n'a pas les mêmes bailleurs de fonds, on n'a pas les mêmes interlocuteurs institutionnels, c'est même pas les mêmes services au niveau du ministère, par exemple. Et donc je pense qu'il y aurait une marge de manœuvre là-dessus à rapprocher ces deux types de formation, notamment en permettant une plus grande mixité des publics et en permettant le partage ou la co-construction de formation. On utilise déjà des outils communs, mais il y a encore un sentiment de cloisonnement entre ces deux activités, ça permettrait de continuer. Et je ferai une deuxième remarque, puisque je suis arrivé jusque-là, qui est qu'il faut aussi pouvoir peut-être encourager des stratégies un peu plus collectives, et notamment au sein des territoires. Marc, je crois que la réalité de la Bretagne n'est pas celle de la région Île-de-France. Et donc, comme tu as cité un certain nombre d'actions, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'on s'organise également au sein de ces territoires. Au sein du CEDIPRE, par exemple, on réunit l'ensemble des directeurs de l'insertion professionnelle et des relations avec les entreprises sur le bassin Île-de-France pour pouvoir avoir une stratégie collective et un positionnement collectif. Parce que quelquefois, on est mis un peu en concurrence et on nous joue les uns contre les autres, et généralement un peu plutôt pour tirer vers le bas que vers le haut. Voilà, c'était les deux remarques que je voulais faire. D'accord. Merci Noiri pour cette intervention. Est-ce qu'il une autre intervention dans la salle ? Bonjour, Pierre Dubois. Seulement une remarque, je voudrais que vous abandonniez la notion de sas. Un sas, c'est un lieu où on va vers un monde dangereux. Donc bannissez cette expression, s'il vous plaît. Donc j'ai envie de dire qu'on a bien fait de la garder parce qu'elle était là pour que les gens réagissent. Donc effectivement, on en a parlé dans les échanges dans le groupe avant, et la notion de ça, c'est certainement pas là pour évoquer l'idée que pendant un temps toujours trop long, l'étudiant serait en effet prisonnier de quelque chose d'assez désagréable. Est-ce qu'il y a d'autres réactions parmi les intervenants à ce qui a été dit, ou des compléments que vous voudriez faire, puisqu'on va arriver à la fin de notre conférence. Ou une autre question dans la salle, très bien. Bonjour, merci d'être si nombreux à venir nous éclairer. Vous avez parlé dans ce continuum de l'alternance. C'est effectivement une bonne voie. Sauf que nos étudiants ont beaucoup de mal à accéder aux entreprises. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Martine Ruzier, ex-Marseille Université. Je suis directrice adjointe du collège doctoral. Donc pour moi, c'est plutôt des doctorants. Mais j'étais au SUIO avant. Je pense aussi au master. Et ils ont beaucoup de mal, les bac plus 3, à aller vers le bac plus 5 en alternance, parce que très peu d'entreprises sont encore sensibilisées à ça. Comment lever ces verrous ? Je m'adresse au MEDEF, peut-être. Comment vous savez, deux choses. Ça me permettrait de rebondir sur la première intervention humoristique. Qui disait, mais avec tout ce qui se passe, comment se fait-il que les jeunes aient autant de mal à s'insérer en entreprise ? C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, comment se fait-il qu'il y ait 3 300 000 chômeurs aussi ? Ceci étant dit, plus sérieusement, plus de 50% des licences professionnelles se font sous le mode de l'alternance. Il y a quand même pas mal de licences professionnelles qui sont suivies par les jeunes. Donc ça fait énormément de formations déjà en alternance. Et c'est vrai que, comme vous le rappeliez, ce qu'il y a de bien dans cette formation par alternance, c'est que 92% des jeunes sortant de cette formation en alternance trouvent une insertion durable dans l'emploi en moins de 12 mois. Donc c'est une superbe réussite. Donc on ne peut que tous s'engager à continuer de développer cette formation en alternance. Et donc nous, notre job au niveau des entreprises, c'est systématiquement, et ça fait partie de tous les combats que mène le MEDEF, de tous les combats, et ça a été un des premiers combats de Laurence Parisot d'ailleurs, comment faire pour mobiliser davantage les entreprises pour qu'elles accueillent systématiquement des jeunes, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, même au-delà du niveau Bac plus 3
donc Master 1 ou Master 2, etc. C'est un vrai sujet, un sujet sur lequel on réunit régulièrement les équipes, on réunit régulièrement les branches professionnelles. Les branches professionnelles, pareil, de leur côté, font un boulot remarquable pour mobiliser les entrepreneurs, et ça marche de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'on est en ce moment dans un moment économique très compliqué pour tout le monde. Donc très compliqué en premier, c'est vrai pour les jeunes et pour les étudiants. Ça, c'est indéniable. Donc on continue cette mobilisation et vous verrez que, vous l'avez déjà vu, ça porte déjà ses fruits et ça portera encore plus ses fruits dès qu'on aura un souffle économique nouveau, parce que justement, toutes ces forces vives formées par alternance, les entreprises en ont besoin et le pays en a besoin pour son développement. Donc rassurez-vous, les entrepreneurs sont mobilisés par nos organisations, qu'elles soient interprofessionnelles ou professionnelles, et ils ont vraiment bien compris. Et la preuve qu'ils ont bien compris, c'est que cet apprentissage et ces formations à l'alternance en contrat de pro ou autre se développent de plus en plus. Donc je peux vous garantir, dès qu'on a un souffle d'air au niveau économique, vos étudiants auront encore moins de difficultés pour trouver. Maintenant, attendez, une chose quand même importante, ça dépend également des compétences qui sont visées au sein de ces formations en alternance. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on est prêt aussi à s'impliquer davantage dans la définition des compétences visées par certains diplômes, par certains titres, etc. Parce que si les compétences qui sont dispensées au sein d'une formation, aussi bonnes soient-elles, aussi belles, aussi humainement intéressantes soient-elles, n'ont pas de lien avec l'entreprise, vous ne trouverez personne pour accueillir en alternance non plus. Il y a le principe de réalité aussi de ce côté-là. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'envie de réagir. Alors, très brièvement, Yannick. Brièvement, il y a encore 5 minutes encore. Non, parce 3 que Christine va devoir conclure et on aura la main à passer. Brièvement, l'APEC, c'est pas uniquement recevoir des cadres et des jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi, c'est aussi il y a une partie de consultants dont leur travail, c'est exclusivement rencontrer des entreprises. C'est à 100% de leur temps. Et la difficulté, elle est aussi par rapport au tissu économique français. Sur les moins de 3 millions d'entreprises françaises, 90%, il y a moins de 50 salariés. Et le sujet de l'alternance sur quel type de compétences j'ai besoin dans un projet d'entreprise, c'est pas si simple. Donc il y a tout un travail, j'allais dire d'acculturation sur l'alternance vers l'entreprise pour faire l'inverse, quoi. Et ça prend du temps. L'APEC, on a édité un guide d'intégration remis aux entreprises, et c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, en plus, la situation économique actuelle fait que lorsqu'on a une entreprise de moins de 50 salariés, on a quand même des préoccupations plutôt sur le carnet de commandes aujourd'hui que sur l'intégration des compétences. Merci Yannick. Alors Marc, mais tu n'as plus que 10 secondes. Hein. 10 secondes, juste parce qu'on a évoqué quand même les questions d'emploi, que la situation était difficile. Rappeler quand même, se redire collectivement que les formations universitaires sont un gage important d'insertion professionnelle, parce que sinon on pourrait avoir un discours qui nous laissera penser que c'est dramatique. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais enfin, un message de cette nature me semble essentiel quand même à rappeler. C'est des taux d'insertion qui sont très importants. Très bien, merci d'avoir pris la peine de rappeler ce point-là. Et puis je pense que sur l'alternance, il y aura effectivement beaucoup de choses qui pourront être reprises. Christine va maintenant conclure cette conférence, puisqu'on aura à laisser la place à nos amis de la courroie pour la suivante. À l'issue de cette discussion, certes courte, mais très très riche en thèmes, en sujets de discussion, je pense qu'on peut sortir peut-être un peu frustré parce que vous a pas, évidemment, les échanges de pratiques sont un peu limités dans ce format-là, mais il y a d'autres occasions, d'autres formats, je vous en parlerai dans une seconde. Donc, je voudrais remercier surtout l'ensemble des participants, bien sûr, à cette table ronde, le groupe de suivi des politiques d'insertion professionnelle qui a porté l'organisation de cet événement, et en particulier Nicolas Tariel, qui anime le groupe. Et donc, je voudrais vous dire que l'activité d'animation et de réflexion, évidemment, autour de ces politiques d'insertion ne s'arrête pas là.
Nous organisons le 29 mai au ministère un séminaire national toute la journée des structures d'aide à l'insertion professionnelle qui sera ouvert aux autres acteurs, c'est-à-dire nos partenaires professionnels, les étudiants s'ils veulent venir. Donc, et on travaillera de façon plus approfondie sur à la fois des restitutions de pratiques qui auront été faites de façon systématique. Donc on aura une vision un peu globale nationale. Et on travaillera après sur l'approfondissement, les échanges sur ces questions-là. Voilà, donc je donne rendez-vous à tous ceux qui le peuvent le 29 mai. J'annonce quand même la suite, c'est-à-dire qu'il y a une autre conférence juste derrière celle-ci, dans cette salle, organisée par la Courroie, le réseau des structures d'orientation et d'insertion professionnelle dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est sur Internet et réseaux sociaux dans les pratiques de recrutement, hein, donc une problématique tout à fait importante aujourd'hui. Voilà, donc merci encore pour votre attention et à très bientôt.